Bien, nous poursuivons cette troisième journée. Donc, nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir une figure intellectuelle importante de notre temps. Je crois qu'on est beaucoup à le partager vu l'assistance fournie. Juste vous dire un petit mot du protocole. Fabienne étant à notre gauche, vous avez compris que James s'exprimera en anglais, peut-être, comme il parle très très bien français. Peut-être qu'à un moment le français s'invitera dans ses réponses, quand il y aura une phrase qui va jaillir. Voilà, en tous les cas, l'entretien sera en anglais. Donc je disais, une figure majeure et sûrement l'une des plus singulières et l'une des plus anticonformistes, qui depuis 40 ans mène une œuvre d'une rare cohérence, qui bouscule la doxa et les idées reçues, comme nous allons sans doute le voir pendant cette rencontre. Donc merci James Scott d'être avec nous. Nous sommes très très heureux. Donc là, j'ai la tâche un peu lourde de vous le présenter. Donc je vais vous parler un peu brièvement de son parcours. N'hésitez pas à me reprendre quand je fais soit des erreurs, soit si vous voulez souligner des choses. Donc je vais rappeler que vous êtes né en 1936 dans le New Jersey, dans une famille peu fortunée, que vous avez fait vos études grâce à un collège Quaker, à qui vous avez d'ailleurs reversé plus tard en gratitude une partie de vos droits d'auteur. Vous avez poursuivi des études à l'université de Yale, où vous êtes devenu plus tard vous-même enseignant en sciences politiques, et où vous êtes depuis 1991 directeur du programme des études agraires. En même temps que de votre entrée à Yale, en 1976, vous avez acquis une ferme où vous élevez des moutons, mais aussi des poules, des vaches et des abeilles. Donc vous êtes un universitaire à la fois bien... Vous avez une carrière universitaire bien établie, mais un peu à part quand même. Peut-être que vous nous en parlerez d'ailleurs. Et on a fait allusion à lui ce matin dans la rencontre entre Jade Lingard et Nicolas Delon. Vous appartenez, comme votre compatriote David Graeber, à la tradition de l'anthropologie anarchiste, dont la grande référence, là on va faire un peu de chauvinisme, est l'ethnologue français Pierre Clastres, à qui, vous le dites vous-même, vous devez beaucoup, et notamment à ce livre « La société contre l'État », qui s'invite dans la plupart de vos ouvrages. Donc une anthropologie anarchiste, non pas parce qu'elle travaillerait de manière anarchique, puisque comme le souligne Jean-Paul Demoule dans sa très belle préface de votre livre Homo Domesticus, elle est au contraire systématique, minutieuse et argumentée, mais parce que son sujet d'étude est le pouvoir, ou plus exactement l'opposition au pouvoir. En tant qu'ethnologue, vous êtes devenu un spécialiste de l'Asie du Sud-Est au moment de votre engagement contre la guerre du Vietnam, et vous êtes intéressé d'emblée au rapport de pouvoir au sein des sociétés paysannes de ces régions, plus précisément à la manière dont les paysans tâchaient de résister à l'oppression. Vous avez d'ailleurs vécu vous-même 2 ans avec votre famille dans un village de cultivateurs de riz en Malaisie, ce qui donnera lieu à un de vos premiers livres, Weapons of the Weak, les armes des faibles, qui n'est toujours pas traduit en français. Puisque seulement 4 de vos livres sont traduits à ce jour, La domination et les arts de la résistance, sous-titré Fragments du discours subalterne, Petit éloge de l'anarchisme, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, et donc le dernier, Homo Domesticus, qui est paru en début d'année aux éditions La Découverte, dont il sera plus abondamment question lors de cette rencontre. Et puis j'ajoute, par rapport à cette courte bibliographie, qu'un de vos livres majeurs, Seeing Like a State,
je crois, est en cours de traduction, en projet de publication. Donc c'est un livre qui est présenté comme une critique de l'État moderne et de sa prétention à œuvrer pour le bien commun, alors que, selon vous, il s'agit surtout de contrôler la population par toute une série de techniques et d'outils qui vont du recensement au cadastre, en passant par les noms de famille permanents et les poids et mesures unifiés. Donc, avant de venir à Homo Domesticus, qui nous plonge dans l'histoire profonde de 6000 à 1600 ans avant notre ère, et qui va, vous allez le voir, interroger l'origine de l'agriculture et l'apparition des premiers États centralisés. J'aimerais revenir brièvement sur votre parcours et votre passage des sciences politiques à l'anthropologie, puisqu'on vous présente comme un anthropologue, alors que vous avez été enseignant en sciences politiques. Donc j'aimerais vous demander comment ce passage s'est fait, ce glissement, et puis, deuxième partie de la question, par rapport à cette question biographique, comme vous êtes présenté comme un anthropologue anarchiste, quel lien vous entretenez vous-même avec l'anarchisme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un penseur anarchiste? Thank you. I first want to thank the organizers of this magnificent event. It seems to me to be a so much more beautiful way of presenting ideas than the standard way ideas are presented. I don't think I could go anywhere in rural America and have an audience like this. So I want to thank you for coming. Merci. Tout d'abord, je tiens à organiser les organisateurs et organisatrices de ce superbe événement. Il me semble que c'est une manière tout à fait fabuleuse de parler des idées, qui est aussi une manière tout à fait inhabituelle. Je ne pense pas qu'on puisse aller dans une partie rurale des États-Unis et avoir un tel public. Secondly, I have a secret reason for being here. And that is, if President Trump wins a second term, I plan to apply for political asylum in France, and I'm hoping that my appearance here will help my application. Et j'ai une raison secrète à ma présence, qui est que si Donald Trump décroche un deuxième mandat, j'ai l'intention de demander l'asile politique, et de ce fait, une première présence ici pourrait appuyer mon dossier. Regarding my flight from political science, the political science was in the process of changing into a quantitative science that believed it was a natural science when I finished my PhD. And to be frank, political science began to bore me. C'était ennuyant. And I decided to spend more of my time reading from other disciplines, including novels and poetry and history. Concernant ma fuite des sciences politiques, elle a eu lieu à un moment où les sciences politiques étaient en train de changer. Elle était en train de devenir une science quantitative qui se croyait science naturelle. Et c'était à l'époque où je finissais mon PhD et j'ai commencé à m'ennuyer. Donc j'ai décidé de me nourrir et de passer mon temps à me nourrir d'autres disciplines, poésie, littérature. It was when I began teaching the middle of the Vietnam War, and I spent 3 years essentially giving public speeches against the Vietnam War. And I decided at the end, I gave classes with friends on theories of peasant revolution. And I decided that this was so important, and peasants were the largest class in world history, that it would be a worthy thing to devote my life to the study of peasants. And then I said to myself, if I'm going to devote my life to the study of peasants, I have to live in a village for a substantial amount of time so that I know one village like the back of my hand. And when I'm tempted to some stupid generalization of social science, I have a check. I have a chance to sort of stop myself from being stupid.
Et j'ai commencé à enseigner au milieu de la guerre du Vietnam et j'ai passé les 3 années qui ont suivi à prendre la parole en public contre la guerre. Et j'ai commencé à enseigner avec des amis sur la théorie de la révolution paysanne, que j'ai trouvée très importante, sachant que cette classe de population est la plus importante à travers l'histoire du monde. Et il m'a semblé tout à coup très important, et il m'a semblé que c'était une quête tout à fait valable que de me consacrer à l'étude des paysans. Et je me suis dit qu'il fallait pour cela que je vive et que je passe un temps conséquent dans un village afin de connaître ce monde et ce domaine comme le fond de ma poche et ne pas céder à des généralisations faciles le moment venu, et d'avoir des garde-fous qui me permettent d'en parler correctement. Vous voulez que je dise quelque chose sur l'anarchisme? I gave a class on the history of revolutions. And I did this for 3 years. And I found myself saying things in which in my mind, I would stop and say, "Oh, Scott, that sounds like what an anarchist would say." This happened again and again and again and again. And I thought, well, maybe I better read the anarchist classics. And in fact, I think the most important thing for me is that in the study of revolutions, I realized I was, as a young man, I was a supporter of Ho Chi Minh, Mao Zedong. I was a standard issue gauchist. And I realized that almost every revolution I had ever read and studied, if it was successful, it created a state that was even more oppressive than the state that it replaced. And so I began to believe that when the revolution becomes the state, it becomes my enemy. J'ai donné un cours sur l'histoire des révolutions pendant 3 ans, et je me suis surpris à commencer à dire des choses qui m'interloquaient, où je me disais, mais Scott, ce que tu es en train de dire, c'est anard. Et ça revenait de manière incessante, et donc je me suis dit, bon, le moment est venu de lire les classiques. Et le plus important dans l'étude des révolutions, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que moi, je soutenais à titre personnel Ho Chi Minh, Mao Zedong, et que j'étais un gauchiste bon teint. Et je me suis rendu compte que chaque révolution que j'avais pu étudier, lorsqu'elle était couronnée de succès, amenait à la création d'un État qui était encore plus oppressif que celui qu'elle était censée remplacer. Je me suis rendu compte que quand la révolution devenait l'État, elle devenait mon ennemi. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce que vous appelez l'infrapolitique, c'est-à-dire les petites actions de résistance dont disposent les plus faibles, c'est-à-dire la fuite, l'évitement, les discours cachés, pour contrecarrer le pouvoir des États sur leur vie? Et par glissement, deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on peut se débarrasser de l'État? In my studies of the history of the peasantry, I realized that if one wanted to study peasant politics, that it was very rare that there were uprisings. And if there were uprisings, they were usually crushed. And my way of understanding this is that the peasants want to stay out of the archives. And if the peasants appear in the archives, something bad has happened. Dans mes études de l'histoire de la paysannerie, je me suis rendu compte que si on voulait étudier la politique des paysans, on se rendait compte assez rapidement que les insurrections étaient rares, et que quand insurrection il y avait, elles étaient promptement matées, parce qu'il me semble que les paysans ne veulent pas entrer dans les archives. And the one effect of this is that if you want to study the actions of the peasantry historically, in a deep sense, you should not be looking at events that arrive in the newspapers.
and are part of the public record. So for example, the history of peasant resistance to conscription, military conscription, has not been the public act of a mutiny, of arresting the officers. The peasant mode of action has been desertion. Throw down your arms, go home. The Confederacy in the US was brought down by just such massive desertions. If it's a question of the control over the products of the forest, for example, the peasant form of resistance and action is poaching, le braconnage, more than public petitions, marches, public organizations. The way of occupying agricultural land historically is by squatting, not by a public land invasion. And so, in a sense, I developed the term infra-politics, which is a form of politics that is below the radar, often of elites, that looks like individual action, and that is much less dangerous. And it is there, historically, that one must look to the process of peasant politics. Si on veut étudier les actions paysannes d'un point de vue historique et en profondeur, il ne faut pas s'arrêter sur des événements qui ont pu être publiés dans la presse. Si on prend l'exemple de la conscription, les gens ne se sont pas soulevés contre la conscription via des mutineries, mais plutôt via le mouvement de la désertion, ce qui a valu la débandade de la Confédération aux États-Unis, par exemple. Si on veut exercer un contrôle sur le produit de la sylviculture, pareil, on ne monte pas une mutinerie, on va plutôt s'adonner au braconnage plus qu'à des pétitions ou à des manifestations d'ordre public. Et pareil, pour occuper une terre agricole, on va plutôt s'adonner à du squat qu'à autre chose. D'où m'est venue cette idée d'infrapolitique, qui est une manière de regarder sous la ligne du radar, sous la ligne officielle du radar, et que c'est là qu'à mon avis, il faut regarder pour étudier les choses au plus près. Alors, ce concept d'infrapolitique, vous l'avez développé donc dans Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné, comme c'est très bien fait. J'ai oublié de le prendre, mais le livre vient de paraître en poche. Il est sorti le 29, donc au début du festival, préfacé par Romain Bertrand, qui a intervenu hier. Donc vous développez ce concept d'infrapolitique dans Zomia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre ce mot Zomia, ce que ça signifie, ce que ça recouvre, puisque Zomia, ça veut dire, je crois en birman, les hautes terres, les peuples des hautes terres, la zone des hautes terres. In Southeast Asia, there are perhaps 7 or 8 countries, Vietnam, Thailand, Burma, Cambodia, Laos, into India and China. And there are perhaps 100 million people who are the montagnards d'Asie du Sud-Est, right? And originally, the idea of all of the lowland rice civilizations has been that these people, ces montagnards, étaient les barbares, that they had never invented agriculture, they never were clever enough to settle down, to come to the lowlands, to create states, create Buddhist civilization, and so on. It was clear to me that this was exactly wrong. That is to say, all of the evidence suggests that most of these people were living in lowland places, and because of disease, conscription, taxes, war, they went to the hills. They were not barbarians, they were refugees from the state.
Ce sont effectivement en Asie, l'Asie du Sud-Est regroupe 7 ou 8 pays, donc Thaïlande, Cambodge, Laos, etc. Il m'en manque, mais vous les avez entendus, Vietnam, qui regroupent environ 100 millions de montagnards. Et par rapport aux planteurs de riz et aux agriculteurs des terres basses, ces gens-là étaient considérés comme des barbares parce qu'ils n'avaient jamais inventé l'agriculture, ils n'avaient jamais été assez intelligents pour se sédentariser, pour être à l'initiative d'une civilisation bouddhiste, et donc ils étaient considérés comme des barbares. Ce qui m'est assez rapidement apparu comme une grave erreur, parce que au fond, c'était des gens qui, à l'origine, pour la plupart, vivaient dans ces terres basses, qu'ils avaient quittées pour des raisons de maladie, de conscription, d'imposition, de guerre, et qui étaient montés dans les montagnes et qui étaient donc des réfugiés. And this is where I owe a great debt to Pierre Clastres, because he was the first person to suggest that what were described as Stone Age people in South America, who had never had the intelligence to sedentarize or to practice agriculture, he was the first person to suggest that the Yanomamo, the Siriono, the Guarani were sedentary cultivators who, afraid of the disease and forced labor in the Spanish settlements, became hunters and gatherers. They, in a sense, it's thought of as going back a level of civilization. But they changed their mode of subsistence in order to escape capture by the state. Et je dois une fière chandelle à Pierre Clastres, qui a été la première personne à suggérer que les personnes qu'on considérait comme des populations de l'âge de pierre en Amérique du Sud, sous le prétexte qu'elles ne s'étaient pas sédentarisées, qu'elles ne pratiquaient pas l'agriculture, étaient en fait des populations, des personnes qui, par peur, avaient fui pour échapper notamment au travail forcé dans les colonies espagnoles, et qui avaient donc dû changer leur mode de subsistance et qui étaient passés d'une pratique de l'agriculture sédentaire à l'état de chasseurs-cueilleurs. Donc dans Zomia, donc, ces groupes ethniques dont vous dites que ce sont des fuyards, des fugitifs, déjà il faudrait nous dire ce que ça représente, parce qu'on a l'impression que c'est des groupes de personnes assez modestes, alors que c'est plusieurs centaines, plusieurs dizaines de millions de personnes. Par rapport à l'infrapolitique, donc ils fuient des États, quelle stratégie infrapolitique ils mettent en place, justement, ils ont mis en place dans l'histoire pour justement échapper à l'oppression des États? Several strategies. One is to just run away. And usually this means running up the watershed of a river to higher and higher altitudes. For example, the Portuguese bring maize to Southeast Asia in the 16th century. It is adopted widely in Southeast Asia within 80 years, but it is adopted especially at high altitudes because maize will grow at a higher altitude than rice. And so for people who wanted to run away from the state, it gave them another grain and another 1,000 feet of altitude to which they could run. They also often planted root crops, later potatoes, but cassava, roots and tubers that grow underground, because it's only the cereal crops that grow above the ground that can be confiscated by the state or burned by the state. And so people running away are likely to plant roots and tubers as a form of escape and to move as hunters and gatherers across the landscape so they cannot be successfully trapped. Parmi ces stratégies qui sont multiples, la première était la fuite. L'idée était de passer la ligne de partage des eaux pour monter en altitude.
Les Portugais ont importé le maïs en Asie du Sud-Est au XVIe siècle, maïs qui a été très largement adopté, surtout par ces populations qui fuyaient, parce que le maïs pousse beaucoup mieux que le riz en altitude. Donc ça permettait à ces fuyards, à ces fugitifs, de gagner en altitude en emportant avec eux une céréale qu'ils pouvaient cultiver plus haut dans la montagne. La deuxième culture de fuite, la deuxième stratégie consistait à faire pousser des racines, plus tard les pommes de terre, mais aussi le manioc, les tubercules, sachant que l'État ne pouvait confisquer que ce qui poussait au-dessus du sol et pas la racine dans le sol. Donc c'était pour ces cueilleurs-chasseurs une manière d'échapper au piège de l'État. One last thing about they had a form of, I call, escape agriculture. That is to say, it's called in English slash and burn agriculture, or shifting cultivation, or the old Nordic word, I think, swidden. And it consists in cutting the brush in the forest, letting it dry for a year, burning it, and then planting, right? And after 4 or 5 years, you have to move to another plot. So when the tax collector comes, you don't have fixed property. A cadastral survey is impossible because the land is moving from year to year and the people are moving too. So shifting cultivation is a form of cultivation that makes it very difficult for the state to catch up with you and tax your production. Et dernier point, c'est ce que j'appelle l'agriculture de fuite, ce qui en anglais s'appelle le slash and burn. C'est en fait la culture du brûlis. C'est-à-dire qu'on prend une portion de terre, on va couper toute la végétation, on la brûle, on la coupe, on la laisse sécher pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, on plante, et puis au bout de 4-5 ans, on va changer de lopin de terre et se délocaliser comme ça, de sorte que quand l'inspecteur des impôts arrive, eh ben, il ne peut pas procéder au cadastre et il ne peut pas taxer la culture qui s'est déplacée en même temps que les populations qui l'ont fait pousser. Une autre stratégie que vous dessinez, qui n'a pas que des adeptes d'ailleurs, c'est ce que vous appelez l'allétrisme, que vous séparez de l'illettrisme pour montrer que c'est un illettrisme volontaire, c'est-à-dire illettrisme. C'est-à-dire que les personnes développeraient un illettrisme volontaire pour échapper à toute récupération des États. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? The first writing, cuneiform in Mesopotamia, was practiced for 500 years before it became a literature, before the Epic of Gilgamesh, before hymns of praise for kings. It was a purely state technology of counting taxes, of organizing the population. There were lists and lists and lists and lists. And so the effort to the language was, or writing was initially, as I quote Claude Lévi-Strauss, a technology of the state. And oral culture is not a technology of the state. All of the speculative part of my book on Zomia is actually called Chapter 6.5. It's a crazy thing, and the publishers hated it. But it was a speculative chapter, and I insisted that I call it Chapter 6.5. But that is to say, almost all the montagnards in Asie du Sud-Est, ils ont une histoire qu'ils avaient à l'époque, auparavant, ils peuvent écrire. Et enfin, c'est disparu, ou bien c'est volé par les gens plus forts qu'eux. And why should there be this mythology? And I think there is fairly good evidence that many of these groups were in
originally in lowland areas where a few people would have written Chinese. And then they were, if you like, invaded by the Chinese, the Han, if we take one example. And some people stayed behind, and some people ran away. I imagine that the people who were literate in Chinese characters might have stayed because they had certain advantages. And the other thing, actually, it's speculative. I have very little proof of this, is that once you have a written culture, once you have a document, it becomes a kind of orthodoxy, like the Bible or the Quran, from which you can measure deviations. And so it becomes possible to have a scribal elite, right, that enforce a certain orthodoxy. If you have an oral culture, the bards are telling the story again and again. The story is not the same from one night to the next. It changes over time. And so if you have an oral culture, you can modify your history in conformity with the strong people who are nearby. You can work them into your history. You can drop bad people from your history. There's a plasticity to oral culture. I'm sorry. The first writing cuneiform appeared in Mesopotamia, right? The first writing in Mesopotamia. Yes. Yeah. Ouais. La première écriture cunéiforme est apparue en Mésopotamie et il s'est écoulé quasiment 500 ans avant l'épique de Gilgamesh et avant que cela n'advienne et que cela ne devienne une littérature. Jusqu'alors et pendant toute cette période, ça a été un outil technologique de l'État qui s'en servait essentiellement à compiler, à faire des listes et à compter la population. Donc tout ça avant que cela ne devienne une littérature. Et l'écriture était à l'origine, pour reprendre ce que disait Claude Lévi-Strauss, une technologie de l'État. Contrairement à la culture orale. Dans Zomia, j'ai un chapitre que j'ai appelé chapitre 6 et demi, qui est pour moi une partie spéculative. Je tenais à ce qu'il soit intitulé chapitre 6 et demi. Et pour revenir sur donc, la différence entre culture écrite et culture orale, une culture écrite va proposer un document et donc va proposer une forme d'orthodoxie, telle que la Bible ou le Coran, à partir de laquelle on va pouvoir mesurer les déviations de la norme et de l'orthodoxie. Et donc, l'élite scribe peut se permettre d'appliquer l'orthodoxie et de juger des déviations éventuelles. À l'opposé de ça, la culture orale est une culture qui se propose de jouer et de surfer sur la vague des variations. D'une nuit à l'autre, l'histoire qu'on va raconter ne va pas être la même, on va la modifier, en prenant en considération les forts et les puissants qui vivent autour de nous et en effaçant éventuellement les méchants, et donc donner naissance et continuer à faire vivre une forme qui est davantage plastique. Donc j'en viens à... J'en viens à Homo domesticus, puisque vous avez évoqué la Mésopotamie, et justement c'est l'objet de votre livre et on va dire le lieu privilégié de ce livre. Vous vous penchez sur les 10 millénaires qui ont précédé notre ère, en vous intéressant donc plus particulièrement à la Mésopotamie, que vous considérez, enfin qu'on considère comme l'un des foyers de la civilisation agraire, et comme vous dites, le berceau des premiers états purs de l'humanité. Donc votre livre, vous avez fait tout à l'heure allusion au braconnage. On peut dire que c'est un livre d'un braconnier, puisque vous dites vous-même que vous le qualifiez de rapport d'exploration d'un intrus. Vous nous expliquerez pourquoi. C'est un livre qui se nourrit des avancées des recherches archéologiques de ces dernières années, puisqu'il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années, et qui va bousculer certaines des idées reçues transmises dans les manuels scolaires, notamment depuis des générations. Donc j'en cite quelques-unes, puisque c'est
c'est le cheminement de votre livre, à savoir donc ces idées reçues que la domestication des plantes et des animaux a entraîné la fin du nomadisme et engendré l'agriculture sédentaire, que la sédentarité et l'agriculture a entraîné l'émergence de l'État, et que ce processus serait la marque du progrès, de la civilisation et de l'ordre public, et la source d'avancées majeures, notamment en matière de santé. Donc, question toute simple, j'aimerais vous demander l'origine de ce livre. Est-ce qu'il faut y voir, par rapport à Zomia, une envie d'ancrer toutes les hypothèses que vous aviez développées en remontant presque le plus loin possible dans les origines de ce que vous développiez ensuite? I'm going to be brief. I was asked, I have given lectures on the domestication of plants and animals and the first states in a class that I teach with colleagues. And I have given this lecture. It has changed and it has been revised. But I knew that it was out of date, and I was asked to give some public lectures, and I only had 3 months to prepare them, and I thought perhaps I could revise those lectures on domestication of plants and animals and first states and make them more up to date. So this book is the work of a complete amateur. I am not an archaeologist. I am not an historian of ancient civilizations. My job was to read everything I could and to see if I needed to revise my lecture. J'ai donné un cours sur la domestication des plantes et des animaux et les premiers états avec des amis. Le cours a changé, a été révisé au fil du temps, mais à un moment donné, c'était clair qu'il était arrivé au moment où il était passé de date, il avait vieilli. Et on m'a proposé une présentation publique, de donner un cours en public, et je me suis dit que j'allais donc réviser, remettre à jour, ce qui a donné lieu à ce livre, une remise à jour de mes cours, qui est le travail d'un amateur. Je ne suis pas archéologue, je ne suis pas historien des civilisations anciennes, mais mon boulot a été de tout lire pour tout remettre au goût du jour. And my only advantage in writing this book was my naivete. That is to say, I absorbed, I imagine, the same narrative of civilization that many of us as children absorbed, that Homo sapiens domesticated plants and therefore could finally settle down. And we couldn't wait to settle down, to sedentarize. And once we could sedentarize, we could bring together more people and domesticated animals in a small space, and life became better, and you began to get small towns, from villages to small towns to small cities, and civilization, and our life was healthier, and we had more leisure, and everything was better. That was the standard narrative that I think was implicitly taught to me as an écolier. Et le seul avantage que j'avais en travaillant à l'écriture de ce livre, c'était ma naïveté. C'est-à-dire que je pense avoir absorbé, comme tout le monde, les mêmes histoires qu'on nous a racontées sur la civilisation lorsque nous étions écoliers et écolières, à savoir que l'Homo sapiens, à un moment donné, a domestiqué les plantes, qu'il a pu enfin se poser, car il en rêvait, il s'est sédentarisé, et donc il a pu rassembler autour de lui davantage de personnes, les populations ont grandi, les animaux ont été domestiqués au sein d'un petit espace, la vie s'est améliorée, de village on est passé à petite ville, de petite ville à ville, la santé était bonne, on pouvait même parler de loisirs, et tout ça, je pense que c'est le mouvement, enfin le courant le plus admis dans nos écoles. And the first fact that hit me on the face in my reading is that, and it I think is the key fact that led me to
renverser le narratif traditionnel, was it is clear at 10,000 BC, avant Jésus-Christ, we have firm evidence that in the Middle East, in the Tigris-Euphrates Valley, people know how to have domesticated plants. We know from the morphology of these plants that they were domesticated, that they were planted. That is 10,000 BC. It is not until 6,000 BC, 4,000 years later, that there's any evidence of villages living largely by agriculture, right? So the first question is, why did we, Homo sapiens, resist agriculture for 4,000 years? I mean, remember, to get to 4,000 years, I have to go back to the end of the Roman Empire and then another 2,000 years. Et le premier fait qui m'a frappé de plein fouet dans mes lectures et qui a été un élément clé et qui m'a permis de renverser cette narration traditionnelle, c'était qu'il est clair que 10 000 ans avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient, il y avait d'ores et déjà des plantes domestiquées. Les preuves ont été retrouvées, leur morphologie prouvait qu'elles avaient été et domestiquées et plantées. Mais ce n'est que à 6 000 ans avant Jésus-Christ qu'on a trouvé la trace de villages vivant de l'agriculture. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi l'Homo sapiens a-t-il résisté pendant 4 000 ans à l'agriculture, c'est-à-dire 4 000 ans, c'est-à-dire qu'on a attendu la fin de l'Empire romain, plus de 1000 ans. The other massive fact, I think, which I was not prepared for, is that and this is perhaps the most relevant to our the manufacture des idées theme, is that these early societies living by agriculture were, for the first time, collections, crowding of domesticated animals, human beings, and a dominant crop in one place. And all of our infectious diseases that have taken most lives in human history did not exist before this agricultural community came into existence. Epidemics require a crowding, and almost all of our infectious diseases are diseases that move between domesticated animals and human beings. So that it was what we call a perfect epidemiological storm. And the disappearance of many of these early states is clearly due to epidemics which were unique, which did not exist among hunters and gatherers. They had their own problems and parasites and so on. It's not as if they were perfectly healthy. But the fact is that the infectious diseases were a product of crowding, which is, of course, a product of a kind of civilization. Et l'autre fait phénoménal auquel je n'étais pas préparée et qui est le plus pertinent si on le rattache à la thématique de la manufacture des idées, c'est que ces toutes premières sociétés qui vivaient de l'agriculture ont été les premières à rassembler en un seul lieu des êtres humains, des animaux domestiqués et une culture dominante. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que sont apparues les maladies infectieuses qui ont investi la vie humaine et qui continuent à l'investir jusqu'à nos jours et qu'elles n'existaient pas avant. Car pour que ces maladies adviennent, il faut un rassemblement très très fort, une concentration très très forte de ces êtres humains et de ces animaux, sachant que les maladies sont transmises des animaux aux êtres humains. Et c'est passé à ce moment-là ce qu'on appelle une tempête épidémiologique qui a donné lieu du coup à la disparition des premiers États qui ont été ravagés par la maladie, ce qui ne veut pas dire que les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas eux-mêmes leurs propres défis à relever, mais en tout cas ils n'avaient pas des problèmes d'ordre de maladies infectieuses ces maladies infectieuses sont le produit d'un rassemblement, d'une concentration
de personnes et d'animaux, et donc un produit de la civilisation. Et en quoi ces milieux agroécologiques et cette concentration d'humains, de plantes, d'animaux domestiques, ce que vous appelez des camps de regroupement plurispécifiques du néolithique récent, offraient les conditions favorables à la formation des premiers États. Et comment on explique que entre cette naissance de cette concentration et les premiers États se passe 4000 ans? I think the first thing to understand about this change is that these early agricultural communities were a unique ecological landscape, a landscape that never had existed before. That is to say, not just domesticated animals and human beings living close to one another in fairly large numbers, and a dominant grain, which is also genetically similar, right? That's a crowding, if you like, of plants of the same kind as well. But it is not only the human intentions, but all of the other creatures, forms of life, who came to what I call the domus. That is to say, the sparrows, the pigeons, the rats, the mice, right? All of the insects that were parasites on all of those animals. You have to think of un grand pèlerinage, right? Des êtres and les insectes who come into the domus, and it is a zone of Darwinian selection. And those creatures that are adapted or can adapt themselves to eating in the domus, if you like, they came too. They were not invited, but they were commensals, and they thought it was a good place to have a meal. Et la première chose à comprendre sur ce changement, c'est que ces premières communautés agricoles représentent un paysage écologique unique. C'est-à-dire que c'est non seulement le rassemblement en un même lieu d'animaux domestiques, d'êtres humains et d'une céréale dominante en assez grand nombre, mais c'est également toutes les autres formes de vie qui sont arrivées dans ce que j'appelle le domus, c'est-à-dire les pigeons, les rats, les insectes, tous les parasites, qui ont effectué ce grand pèlerinage pour arriver dans cette zone de sélection darwinienne en tant que commensaux qui sont arrivés, qui se sont mis à table pour manger. Si vous me permettez, I will come to the present with the question of domestication. So, a very strange sociologist named Václav Smil, perhaps some of you know of him, he tried to quantitatively study the metric tonnage of domesticated flesh. That is the weight of all the domesticated creatures in the world, compared to the total metric tons of wild meat, elephants, and so on. And his stunning conclusion, he didn't count Homo sapiens. It becomes much worse if we count Homo sapiens. His conclusion is the ratio is 9 tons of domesticated flesh for every 1 ton of wild flesh. So if you want to know how much of the natural world we have destroyed and replaced with domesticates, that's the only statistic you need to know. If you add Homo sapiens, the most successful invasive species the world has known, the ratio goes to 18 or 20 to 1.
Pour en venir au temps présent, on peut parler de la question de la domestication. Il y a un sociologue qui s'appelle Václav Smil qui a tenté de mener une étude quantitative en dénombrant, en comptant le poids de tous les animaux domestiqués sur Terre, pour le comparer à tout le poids des animaux non domestiqués, c'est-à-dire à l'état naturel dans la nature. Et il en est arrivé à une conclusion étonnante, sachant qu'il ne comptait pas les Homo sapiens. Il en arrivait à 9 tonnes d'animaux domestiqués contre 1 tonne d'animaux, donc de viande dans la nature. Et si on se pose la question de savoir quel est le ratio entre le monde naturel que nous avons détruit pour le remplacer, je pense qu'on a là une statistique solide. Et si on ajoute à cette statistique celle de l'Homo sapiens, qui est quand même l'espèce invasive la plus extraordinaire qui marche sur cette planète, on arrive à un ratio de 20 pour 1. Briefly, it's a question that I cannot answer, that troubles me, is if 9 out of 10 animals in the world are domesticated animals, what is the difference between our obligation to the domesticated animals as opposed to our obligation to wild animals? It's not clear. One could say that we created domesticated animals. They didn't ask to be here. They were created by our selection and our élevage, right? One could say, we created you, therefore we own you, therefore we can kill you whenever we wish. The wild animals, one must have a somewhat different logic. What is our... so if 9 out of 10 animals in the world are domestic animals, then one has to think about the difference between our obligations to the domesticates, dogs and cats too, and wild animals. And I was, anyway, stunned by the ratio, just by the sheer ratio. Et il y a une question pour laquelle je n'ai pas la réponse et qui me perturbe, qui est la suivante, c'est si 9 animaux sur 10 au monde sont des animaux domestiqués, comment faire la différence entre l'obligation que l'on a, nous, envers les animaux sauvages et l'obligation que l'on a envers ces animaux domestiqués. Ça n'est pas clair. Si nous avons créé des animaux domestiqués qui ne nous ont rien demandé, ils sont le produit de l'élevage, on part du principe qu'on les a créés, donc on peut en disposer comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on peut les tuer. Il me semble que la logique qui s'applique aux animaux sauvages doit être différente, mais en tout état de cause, ce ratio entre les deux, moi je le trouve très 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 étonnant, époustouflant. D'ailleurs, vous n'aimez pas quand on critique vos moutons. Oh, well, I raised sheep for 22 or 23 years and did my own shearing of the sheep and for neighbors also. And I don't know if this analogy works in French. I think it must. We say that people behave like a sheep, that they have no individuality, that they just stay with the flock. And it's always used as an insult to human beings, to say that they act like moutons. However, we have been selecting for docility among sheep for 8,000 years. That is to say, if you're a herder and you have 20 sheep and you want to kill one, you kill the one that's always breaking out. You kill the one that has aggressiveness and individuality. So we have been selecting for docility among sheep for 8,000 years, and then we have the arrogance to turn and insult the sheep. That's not fair. J'élève des moutons depuis 22-23 ans, c'est moi qui les tonds, c'est moi qui tonds les moutons de mes voisins.
Et on a tendance à dire, et c'est dans le langage populaire, que certaines personnes, que les gens se comportent comme des moutons, ce qui est une insulte. Mais il faut penser que les moutons sont le produit de 8000 ans de sélection et qu'on les a choisis parce qu'ils sont dociles. Preuve en est, quand un éleveur veut tuer un mouton, il va tuer celui qui ne cesse de fuir le troupeau et qui fait toujours des siennes et qui est plutôt agressif et individualiste. Et néanmoins, alors qu'on les a sélectionnés pour ce tempérament docile, on a l'arrogance de les insulter et de les traiter de moutons. Moi, je trouve ça pas juste du tout. J'aurais plusieurs questions sur le temps présent, mais j'aimerais qu'on continue quand même un peu la conversation sur ce que je vous ai demandé, sur la formation des premiers États. Et le livre, dans le titre original, s'appelle Against the Grain, contre le grain. Donc grain de riz, grain de blé. Ce que vous appelez l'hypothèse céréalière, en quoi la culture du grain entre en jeu? Pourquoi les céréales ont-elles, selon vous, joué un rôle aussi important dans l'émergence des premiers États? So, in this book, because I am not an archaeologist or a historian of ancient civilizations, I try to be very careful, especially where the debate is still going on among archaeologists. And so the question of exactly how the first states were formed is still an open question. Some people think that, incidentally, the Tigris-Euphrates Valley in 7,000, 6,000 BC was a wetland, not an arid, dry area at all. The sea level in the Red Sea was 100 meters higher than it is today. And so it was an abundant wetland. It was not dry land that had to be irrigated. Some people believe that there was a climate change of a dry, cold climate for 2 centuries that drove people to the sources of water and made for the crowding that made possible state building. All states are, almost without exception, on floodplains, low-lying floodplains with nutritious soils, so you can crowd crops and people in the same place. Another hypothesis is that all the large game had been destroyed. And there are other propositions about population growth. There were just too many people, right, for a hunting and gathering economy to persist. That is not solved. And so the question of how these states came to be is something that I'm not qualified to decide, because the archaeologists and the ancient historians have not solved them. Dans ce livre, encore une fois, je ne suis pas archéologue et je ne suis pas historien des civilisations anciennes, mais j'ai essayé de porter une attention particulière à un débat qui est toujours en cours chez les archéologues, à savoir la formation, l'origine des premiers États, qui reste une question ouverte. Il faut savoir que dans la vallée du Tibre et de l'Euphrate, en 6000 avant Jésus-Christ, c'était une terre humide. C'était pas du tout une terre sèche, c'était une terre humide, donc une terre d'abondance qu'il n'était pas du tout nécessaire d'irriguer. Et donc, il y a un premier courant de pensée qui dit qu'il y a eu un changement climatique qui s'est décliné sur 2 siècles, qui a entraîné la fuite des populations. Après, il faut savoir que tous les États se sont implantés dans des plaines alluviales, ce qui permet le rassemblement et des cultures et des personnes. Après, il y a un autre courant de pensée qui dit qu'il y a eu une destruction massive du gros gibier, qui a fait qu'il a fallu également aller le chercher ailleurs. Et puis, il y a la croissance des populations de chasseurs-cueilleurs, qui fait qu'à un moment donné, il a fallu trouver peut-être d'autres moyens de s'implanter. Mais encore une fois, les archéologues et les historiens des civilisations anciennes ne sont pas d'accord sur cette question, donc moi-même, je ne vais pas me prononcer. To the question of cereals, it's actually, I asked myself,
it was clear that all ancient civilizations were based largely on a single grain. In Mesopotamia, this is wheat and barley, blé. In China, it's either millet in the Yellow River Basin or rice in the Yangtze River Basin. In the New World, it's maize. What's interesting, so I asked myself, why are there no potato states? Why are there no banana states? There are banana republics. American joke. Why are there no cassava states? There are lots of rich carbohydrate crops that have just as much nutrition as these cereal grains. My conclusion is that these grains, it sounds stupid, but I think it's important that they grow above ground. They ripen at the same time. If the army hates you, they can burn your crops and you have to leave. Or they can wait until you gather the crop, you put it in the granary, and they confiscate the granary. You are also then finished. You have to move on. The advantage for the taxman of these cereal crops are that they get ripe at one time, they can be surveilled, they're valuable. A cartload of these grains is much more valuable than a cartload of cassava or potatoes. It can be transported fairly long distances. It can be dried and last a fairly long time. It can be divided as rations for slaves and dependent workers. So it's the facts are fairly obvious that only cereal grains on floodplains were the basis of all early states. And my conclusion is that these are the reasons. And it helps explain why I earlier said that if you want to escape from the state, you move to the hills and plant potatoes. Et pour répondre à la question sur les céréales, moi je me demande pourquoi dans toutes les civilisations anciennes étaient basées sur une seule et unique céréale. En Mésopotamie, c'était le blé ou l'orge. En Chine, c'était le millet ou le riz. Et dans le Nouveau Monde, c'était le maïs. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'état de la pomme de terre ou d'état de la banane? Il y a des républiques bananières, mais ça c'est une blague américaine. Et pourquoi il n'y a pas d'état du manioc et pourquoi toutes ces céréales aussi multiples, qui sont tout aussi nutritives, n'ont pas donné lieu à des états? Et la conclusion qui est la mienne, c'est que toutes ces céréales poussent au-dessus du niveau de la terre et qu'elles arrivent toutes à maturité au même moment. Ce qui permet à l'armée, si l'armée vous a dans le collimateur, de brûler toutes les céréales et toutes les cultures en même temps, et ou de vous laisser les ramasser, les mettre dans votre grenier et de vous les confisquer toutes en même temps. Et l'avantage pour le collecteur des impôts, c'est qu'il peut surveiller les dites cultures qui sont précieuses car elles peuvent être séchées, transportées, morcelées sous forme de ration pour les esclaves. Et il m'apparaît de manière évidente que c'est la raison pour laquelle les premiers États se sont implantés en bordure dans les plaines alluviales. Et c'est pourquoi je vous disais plus tôt tout à l'heure que les personnes qui en fuyaient en direction des montagnes et qu'ils allaient planter des pommes de terre. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de thèses et le temps passe, mais il y en a une qui me semble importante. C'est ce que vous montrez. Vous montrez également que la formation des premiers États est pour une bonne part une entreprise coercitive, c'est-à-dire qu'elle s'appuyait sur l'usage extensif d'une main-d'œuvre servile, donc des prisonniers de guerre, des esclaves, du semi-servage. Ce qui remet, on parlait des idées reçues, ce qui remet en cause le récit traditionnel du progrès, de la civilisation et d'une conception de l'État. Dominique Bourg ou Sylvain Perron, je ne sais plus, faisait
référence à Hobbes tout à l'heure, au rapport du contrat social, c'est-à-dire d'un État qui serait garant d'une paix civile, d'un ordre social et d'une forme de sécurité personnelle. I'm thinking. All ancient states had a population problem. And the population problem came from many sources. One of them was the question of epidemics and disease by the crowding of animals and human beings. So it had high rates of birth and also high rates of mortality. People were also running away from states. Whenever there was a war, an epidemic, a crop failure, people dispersed. Everybody understands the first thing to do in an epidemic is to run away. And with crop failures and wars, or civil wars within little states, people ran away. So these early states were losing populations in two ways, both by mortality, by people running away, and occasionally, if it was, let's say, a civil war or a crop failure, they would lose people like a hemorrhage. So their problem was to contain in these alluvial plains a population whose labor and services could be exploited. And so their wars were almost always wars of capture. They were not about territory. They were about grabbing people and bringing them back to the center where they could be made productive. So the cuneiform sign for slave is the combination of the sign for woman and mountains. That is, they went to the Zagros Mountains and that they collected slaves there, or they were sold slaves. And so that almost all of the wars of the early societies, including the Greeks, of course, were wars of capture to bring people back and to make them settle and produce and work for the state. Tous les anciens États avaient un problème de population. Il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'était à cause des épidémies et des maladies qu'on a évoquées plus tôt. Et puis, parce qu'il y avait aussi des taux de natalité qui étaient très importants, mais qui étaient suivis par des taux de mortalité également très importants. Et puis, l'autre raison à ces problèmes de population, c'était la fuite que nous évoquions tout à l'heure, la fuite des États en cas de guerre, en cas d'épidémie, en cas de manque céréalier. Et donc les premiers États devaient faire face à cette perte de population. Et donc leur objectif était de contenir dans les plaines alluviales les gens pour pouvoir en exploiter la main-d'œuvre. Et donc les guerres qui étaient lancées à cette époque n'étaient pas tant des guerres pour étendre un territoire que pour ramener les gens dans le giron de l'État et pour qu'ils y soient productifs et qu'ils travaillent pour l'État. Vous montrez aussi que vous réhabilitez, vous en avez déjà parlé tout à l'heure en faisant référence à Zomia, les barbares, de manière un peu provocatrice, vous employez ce mot, et vous montrez que vous franchissez la ligne de démarcation entre d'un côté les civilisés et d'autre côté les barbares. Vous montrez que c'est beaucoup plus hybride que ça, et que notamment ces populations qui fuyaient ces concentrations, ces États, en fait s'avéraient être des partenaires commerciaux avec des peuples qui se concentraient et qui faisaient État. I think the traditional narrative was also a one-way street. That is to say, once plants were domesticated, people settled down. They never left. Once they became sedentary, they didn't go back. Once they lived in villages and small towns, they also didn't go back. So there's this process of
climbing the ladder of civilization and one never steps back. The thing that surprised me is that for 6 or 7 millennium, people are moving all the time. They move from agriculture when conditions are bad, to pastoralism, to hunting and gathering, to marine gathering of marine products, so that the forms of subsistence for several millennia are completely permeable, and people move back and forth, and that completely destroys our sense of this process of civilization being a kind of one-way traffic in which there is never a resort to a different subsistence technique which makes more sense. Dans la narration, la manière de raconter traditionnelle, on raconte donc l'évolution comme une rue à sens unique, c'est-à-dire que les êtres humains ont domestiqué les plantes, donc ils se sont sédentarisés, ils ne sont pas revenus en arrière. Après s'être sédentarisés, ils ont inventé les villages, les villes, ils ne sont pas revenus en arrière, ils ne font jamais marche arrière. Et l'histoire est comme ça un processus qui aurait permis à l'être humain de grimper l'échelle civilisationnelle. Or, ce qu'on constate sur 6 ou 7 millénaires, c'est qu'il y a eu des va-et-vient, il y a eu des allers-retours. L'homme a été agriculteur, il s'en est remis à un moment au pastoral, il a été chasseur-cueilleur, il a également vécu de la pêche, et il y a eu comme ça des allers-retours vers des formes de subsistance qui sont perméables, avec des populations qui ont navigué de l'une à l'autre. Je vais vous poser une dernière question avant de céder la parole à l'assistance, justement par rapport au temps présent. Alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait évoquer par rapport au temps présent, puisque je faisais référence à l'archéologie qui peut nous aider à changer notre regard sur le passé, mais aussi à aider à repenser le présent. C'est peut-être aussi l'objet de ce livre, Homo Domesticus. Vous parlez de 2 notions dans le livre. Il y a celle d'anthropocène, qui est apparue ces dernières années. Donc, en quoi une population quand même relativement réduite par rapport aux milliards d'êtres humains qui vivent maintenant sur la planète pourrait avoir eu le même impact que le nôtre, que les activités humaines de ces, on va dire, 80 ou 50 dernières années. Ça, c'est une première question. Et puis une autre qui est liée, c'est à l'heure de l'épuisement des ressources, de la 6e extinction, vous prenez à votre compte une notion à la mode dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, qui est la notion d'effondrement. Il y a un autre mot qui s'est invité ces dernières années, qui a été évoqué avec Dominique Bourg, c'est le mot de collapsologie. Et vous allez jusqu'à faire un plaidoyer pour l'effondrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire que ce plaidoyer pour l'effondrement ? Je vais couper ma réponse. C'est une question très large. My account in this book is what I would call an account of the thin Anthropocene, right? As compared with the thick Anthropocene, which only begins perhaps with the use of fossil fuels and the Industrial Revolution. Mon compte-rendu dans ce livre commence avec l'Anthropocène que j'appellerais fin, par opposition à l'Anthropocène épais qui commence avec la révolution industrielle. And the thin Anthropocene begins before Homo sapiens. Homo sapiens has been around for only 200,000 years, but Homo erectus, Homo habilis, were the users of fire, of anthropogenic fire. And fire was the most important landscape tool, certainly until agriculture, and even after agriculture, I think. So that just like animals that make their niche, the invention of agriculture
was something that modified landscape. But since there were relatively few of us, that our capacity to remake the world was correspondingly limited. Et l'Anthropocène fin a commencé avant l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'Homo sapiens c'est il y a 200 000 ans. Et avant, il y avait l'Homo erectus qui était utilisateur du feu, le feu étant l'outil le plus important jusqu'à et même jusqu'après l'agriculture. Et l'agriculture et son invention a modifié le paysage, mais à une époque où on n'était pas encore nombreux. The argument, by the way, is that it appears that the moment in the hominid history in which there is evidence of fire is that moment at which the size of our brain as hominids increases massively. And it has to do, the argument goes, it has to do with cooking, to the last conference. That is to say, what is the use of fire applied to natural vegetal materials and meats? It is a pre-digestion process in which the fire breaks down the proteins, right, and the fiber that allows us to have an intestine that is only 1/3 the size of a chimpanzee or a gorilla. That is to say, the cooking saved so much energy from digestion that that energy was reflected in the growth of our brain. I don't know if this is true. Dans l'histoire des hominidés, il existe la preuve selon laquelle, à partir du moment où il y a eu utilisation du feu, la taille de notre cerveau s'est accrue de manière considérable, et l'argument étant que c'était grâce à la cuisine. Donc, petite référence à la conférence qu'il y a eu juste avant. Et que par la cuisson, grâce au feu des végétaux et de la viande, se mettait en place un processus prédigestif qui permettait de morceler les fibres et les protéines, ce qui a eu pour résultat que notre intestin ne fait que le tiers de la taille de celui des chimpanzés, par exemple. Et donc que la cuisson des aliments nous aurait fait économiser une énergie considérable que nous n'avons pas mise dans la digestion, mais dans notre cerveau. Je ne sais pas si c'est vrai. Mankind's capacity to revolutionize the landscape is very, very recent. Actually, to fly a little higher, most of the damage we've done to the planet, I think, has been done in the last 50 or 100 years. The population has doubled in the last 50 years. It's only when we acquired dynamite, thanks to Mr. Nobel, it's only when we acquired earth-moving machinery such as bulldozers, it's only when, I think, the French invented béton armé, right, for great dams and so on. That is, it's only in the last 100 years that we have developed the technical capacity to massively change the landscape of rivers and plains and so on. And so I believe that if we're looking for the sins of our species, they are an artifact of both the numbers that have massively increased. There were only 1 billion of us in 1800. Now there are nearly 8 billion of us, right? This is actually quite recent in the long history of Homo sapiens, and our technical capacity has, of course, increased massively as well. Stop there, and then one other thing. La capacité de l'humanité à révolutionner le paysage est un phénomène assez récent.
Et si on regarde les dommages qui sont infligés au monde naturel, ils remontent aux 50-100 dernières années, période au cours de laquelle, ces 50-100 dernières années, la population humaine a doublé, et période autour de laquelle est née l'invention, par exemple, de la dynamite, grâce à Monsieur Nobel, mais aussi de machineries se déplaçant sur la Terre, telles que le bulldozer, telles que le béton armé, qui a permis de construire de grands barrages. Et donc, toutes ces capacités technologiques a changé le paysage, a changé les plaines, a changé les rivières. Et il faut noter qu'en 1800, la population mondiale était à 1 milliard. Aujourd'hui, elle est 8 fois plus importante. Et donc, c'est accru en même temps notre capacité technique à modifier notre environnement. Finally, there has been, at the Manufacture des Idées, a discussion, both formal and informal, on collapsology. And with respect to the apocalypse and the sixth extinction, I am actually quite pessimistic. That is to say, I don't know, but it's quite possible that the gears have already been engaged in terms of ocean temperatures, an atmosphere that are irreversible. I don't know. Now, those people who are similarly inclined and are reasonably pessimistic say that pessimism is not an option, that pessimism is an excuse for paralysis and defeat. I would like to believe that I could behave like the doctor in Albert Camus' La Peste, that I could believe that perhaps I will have no influence at all, that the apocalypse may come whether I like it or not, but I have certain skills and I am going to do everything I can in order to avoid this outcome, just as an act of resistance. As Gramsci says, also invoked here, pessimism of the intelligence, optimism of the will. That's my attitude. À la Manufacture des Idées, il y a eu des débats à la fois formels et informels sur la notion de collapsologie. Et pour ce qui est de l'apocalypse et donc de la 6e extinction, je suis personnellement très pessimiste. Je pense qu'il est tout à fait possible que soit déjà enclenché l'irréversible avec la température des océans et ainsi de suite. Les gens raisonnablement pessimistes disent que le pessimisme n'est pas une option, que c'est une excuse, une manière d'excuser la paralysie et le rien faire. Peut-être il y a ce personnage dans La Peste de Camus qui part du principe qu'il n'a pas d'influence sur les choses. Je pourrais être comme ça et me dire que l'apocalypse adviendra, que cela me plaise ou pas. Néanmoins, j'ai des compétences que j'ai bien l'intention d'utiliser pour faire ce que je peux pour l'éviter, comme un acte de résistance. Et pour reprendre Voltaire, Gramsci. D'accord. J'ai vu Voltaire, excusez-moi. C'est la fin. Hein. Le pessimisme de l'intelligence. Le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Là, on va vous faire passer un micro. Comme vous êtes beaucoup, on va peut-être prendre plusieurs questions à la fois. 3, 4. Bonjour. Je vous remercie pour votre conférence. J'ai lu votre interview dans Télérama récemment. Et il y a une question, j'ai une question et une remarque. Une question sur ce gap entre 10 000 ans et 6 000 ans. Vous dites qu'il y a
le gap entre moins 10 000 avant Jésus-Christ et moins 6 000 avant Jésus-Christ, où vous dites qu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé du blé domestiqué, enfin des céréales domestiquées. Si on a trouvé des céréales domestiquées à cette époque-là, ça veut dire, de mon point de vue, si j'ai bien compris mes cours d'agronomie et de génétique, c'est qu'il y avait des agriculteurs qui ont semé, récolté, sélectionné, etc. Donc ça veut dire que ce blé domestiqué est issu d'une pratique agricole qui existait à cette époque-là. Or, je n'ai pas bien compris, si vous pouvez commenter, je veux bien, je n'ai pas bien compris le lien entre cette absence d'agriculture et cette espèce de dynamisme en fait, qui va se développer à cette époque-là, et après l'installation donc, de villes, de structures d'État à partir de 6000 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, je vois un éclaircissement à ce sujet-là. Une remarque, quand on a des chasseurs-cueilleurs dans un territoire et qu'on a en même temps des agriculteurs, on a forcément des conflits, parce que si les bêtes vont paître dans les champs où la céréale est domestiquée, ça pose des problèmes à celui qui a semé et qui espère récolter. Donc ces conflits conduisent à des séparations, à des regroupements, peut-être pour être plus forts, etc. Et donc à la formation de groupes, de communautés qui vont effectivement se défendre. On connaît encore actuellement des compétitions, des conflits entre des éleveurs nomades et des agriculteurs qui entendent effectivement cultiver leur blé. Donc c'était une remarque par rapport à la question précédente. Merci. Oui, bonsoir. In English or French? D'accord. Dans votre livre de Homo domesticus, il y a des concepts qui m'intéressent beaucoup. C'est la question de l'agression réactive et l'agression proactive. Et quelque part, la question de la domestication de l'homme. Parce qu'on a parlé beaucoup des animaux, des végétaux, etc. Mais avec le système des États qui se sont mis en place, avec l'esclavage, avec le besoin d'avoir des forces ouvrières, des populations dominées comme aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu peut-être une volonté par les élites qui se permettait peut-être d'avoir une formation un peu différente, et pour que les masses, quelque part, leur agression réactive disparaisse de plus en plus. Ça veut dire que quand quelqu'un leur donne une ordre, ils ne disent pas non tout de suite. Et que l'agression proactive, qui est quelque part manipulée par les élites pour leur permettre de continuer à faire des guerres et tout le reste, et de mettre les personnes qui n'agissent pas contre les maîtres ensemble pour se faire tuer en continuation pour les élites. Bonsoir. Alors moi je n'ai pas lu Télérama, je n'ai pas lu votre livre non plus. Je suis là. Et je découvre ce soir le concept d'infrapolitique. Et ça résonne. Alors je suis agriculteur et je fréquente d'autres agriculteurs. Et ça résonne avec des pratiques qui sont encore courantes aujourd'hui, de résistance à l'État, sous forme de désobéissance, qui ne sont pas civiles dans le sens où elles ne sont pas publicisées, mais qui n'en sont pas moins existantes. Et notamment dans un cadre extrêmement normatif qui est imposé à l'agriculture, en tout cas en France et en Europe. Je pense notamment aux pratiques d'abattage à la ferme qui sont interdites chez nous. Je pense à l'identification des animaux, obligatoire. Je pense à toute une série de mesures hygiénistes sur la présentation des légumes. Bon, je pourrais en citer de très nombreuses comme ça. Il me semble que cette notion d'infrapolitique, elle est toujours très présente, mais il a dit qu'elle était moins risquée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins vrai qu'à une certaine époque. Je vais expliquer pourquoi. D'une part, collectivement, ça ne permet pas d'asseoir de faire valoir un droit amélioré pour cette population. Et individuellement, il y a une répression tellement forte qu'on encourt des risques très très importants. J'en veux pour preuve la mort il y a 2 ans, ici, à quelques kilomètres d'ici, d'un agriculteur qui a été tué par des gendarmes. À la base de ce problème, c'était un problème d'identification. Il n'avait pas mis de boucle
sur les oreilles de ces animaux. Donc, de boucle d'identification. Donc on voit que d'un côté, une pratique d'infrapolitique qui est jugée moins risquée peut conduire à la mort de celui qui la pratique. La mort par l'État. Et collectivement, ça ne fonctionne pas, et on peut le voir, les paysans ont disparu, et les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Et donc je pose la question, est-ce que ces pratiques d'infrapolitique ne doivent pas se combiner avec d'autres formes de politique? Est-ce que ça a déjà été le cas par le passé? If I've not been responsive to your question, please insist on it informally afterwards. With respect to the question of that the different one of the this is the question of it's why the book in its French title is called Homo Domesticus, because the English title Against the Grain doesn't se traduit pas en français. But it's one of the arguments in the book is that hunters and gatherers have to pay close attention to the natural world because they exploit so many forms of life. They have to know when there are the migration in Tigris-Euphrates Valley, the big migration of protein, or the gazelle migration. And if you intercepted the gazelle migration, you could have protein for most of the year. The migration of birds and fish, the rhythms of different fruits from trees and nuts, things that matured naturally at a certain point. The point is that the hunters and gatherers have to be attuned to the natural rhythms of many, many, many different natural processes in order to successfully exploit the natural world. That's one reason why they are animists. That is to say, for them, the natural world is enchanted. It has agency. And animism, I think we're going to have to invent a kind of modern animism as opposed to the monotheisms that give man domination completely over the natural world. The comparison. Oh, sorry. En anglais, ce livre Homo Domesticus s'appelle Against the Grain, donc ça ne se traduit pas, c'est un jeu de mots qui ne se traduit pas en français, donc on l'a appelé Homo Domesticus. Et un des arguments du livre, c'est que les chasseurs-cueilleurs doivent porter une attention toute particulière au monde naturel, car ils sont tributaires notamment des migrations de gazelles, qui sont leurs migrations de protéines. Dans la vallée de l'Euphrate, il fallait intercepter les migrations de gazelles, et si on le faisait à temps, on avait des protéines pour le reste de l'année, mais il leur fallait également être très sensible au rythme des fruits, des saisons, de la maturation naturelle des choses. Et donc ces chasseurs-cueilleurs devaient être branchés sur les processus naturels multiples qui les entouraient pour pouvoir les exploiter et en vivre, ce qui explique le fait qu'ils étaient animistes. Et peut-être conviendrait-il d'inventer une forme d'animisme moderne pour aller à l'encontre de cette domination de l'être vivant, de l'être humain sur le vivant. By contrast, when single cereals dominate the diet and agriculture, you have a society in which the organization of the village, its cooperation, its attention is focused largely on one or two plants and the clockwork, the genetic clockwork of wheat or l'orge. And so you can say, I think, that
the breadth of knowledge and attention to the natural world shrank to a very narrow space with the invention of agriculture, and our relation to the natural world changed. It is, I think, a little like the difference between an artisan and someone in a mass production line doing a repetitive act like Charlie Chaplin. That is, it is a degradation of our knowledge, capacity, and so on, in this case, of the natural world. Par opposition, lorsqu'il y a une céréale unique qui domine l'alimentation, on obtient une société au sein de laquelle les coopérations et l'attention qui est portée sont très concentrées sur une ou deux choses, une ou deux plantes, le blé, l'orge, et donc l'attention est réduite. Et avec l'invention de l'agriculture, notre champ opérationnel et notre relation au monde changent, un peu comme si on fait l'analogie entre un artisan et une personne qui va travailler sur une ligne de production à la Charlie Chaplin, à faire toujours les mêmes gestes, ce qui amène une dégradation de nos connaissances et une dégradation de nos capacités. Alexis de Tocqueville read Adam Smith's Wealth of Nations and was very appreciative of what he learned about the division of labor. But Adam Smith's example of the division of labor and the progress of industry was the pin factory, in which each of the drawing out of the wire, the cutting of the wire, the putting of the point on the pin, the head of the pin, was all separated as a different act that someone did, as compared to artisanal pin making. Alexis de Tocqueville read this account and asked the most important question, I think, which was, what can one expect of a man who has spent the last 20 years of his life putting heads on pins? Alexis de Tocqueville a lu Adam Smith et donc son travail sur la division du travail. Et donc ce récit qu'il fait d'une usine à épingles où chaque personne qui va travailler va faire un geste dans la construction de cette épingle ou punaise, pin, un des deux, où on met la tête, où on coupe le matériau, etc. Et où chaque geste est morcelé. Et la question est, que peut-on attendre d'un homme qui a fait le même geste pendant 20 ans, c'est ça? Oui. I am not an expert on agrarian French politics, although my education in agrarian history comes from people like Marc Bloch and Leroy Ladurie and Maurice Agulon's La République au village. That's history. It seems to me that one of the interesting things about contemporary politics, about, if you like, an open, relatively democratic society, is that public action is possible in a way that, obviously, in the case that you cite, someone was killed by a gendarme. I imagine that as a result of that murder by the authorities, there was probably a large manifestation from the peasants themselves, the blocking of roads. No? Well, it seems to me that historically small property owners have often been more politically active than, for example, even the proletariat. Maybe I'm wrong. So. Il me semble que la politique contemporaine a donné lieu ou donne lieu à des sociétés démocratiques où l'action publique est possible. Et dans le cas que vous citiez de ce gendarme et du meurtre qui a eu lieu sur cet individu, j'imagine qu'il y a eu suite à ça une réaction, des manifestations, peut-être des paysans, de la population.
j'ai l'impression qu'historiquement, ce sont les petits exploitants qui ont été plus actifs dans ce domaine, peut-être même plus que les prolétaires, si je ne me trompe. Bien, merci à James Scott. Merci beaucoup.